Je suis Eunice Mangadolineta. Je suis directrice des programmes à la FEV, qui est l'une des associations membres fondateurs du collectif Mentorat. Je vais laisser Pauline se présenter. Pauline va être notre modératrice. Pauline. Bonjour, du coup je m'appelle Pauline Sampé, je suis chargée de communication et de développement chez Parrain par 1000 et donc aujourd'hui je serai la modératrice de cette table ronde. Merci beaucoup. Sophia est avec nous aussi. Sophia, tu es notre community manager. Tu peux te présenter? Absolument, je suis ravie d'être là et je suis chargée de mission égalité des chances au sein de l'association Chemin d'avenir. Très bien. Merci à toutes les deux. Nous allons donc animer ensemble cette table ronde qui va nous permettre de passer 1h15 ensemble sur le sujet en fait des publics détenus en prison à leur sortie de prison. C'est une table ronde un peu particulière puisque à date dans le collectif Mentorat qui est en train de grandir, comme ça a été dit tout à l'heure dans les échanges, nous n'avons pas aujourd'hui en tout cas d'association qui porte un programme de mentorat au sens strict du terme à destination des publics incarcérés. Et je précise d'ailleurs que ni moi-même, ni Pauline, ni Sophia ne sommes des expertes de ce public en détention. Il y a donc un caractère exploratoire particulièrement à cet atelier. Et d'avance, je vous remercie de faire preuve de bienveillance si je suis maladroite dans mes formulations, si je suis un petit peu à côté des enjeux, parce que justement, j'ai moi-même une méconnaissance de ces publics, comme je pense pas mal de personnes aujourd'hui dans cette table ronde, ce qui fait tout l'intérêt en fait des présentations qui vont nous être faites par les intervenants. Je pense qu'effectivement, voilà, dans cet atelier aujourd'hui, on se demandera en quoi les actions qui vont nous être présentées doivent être complémentaires, bien sûr, les unes des autres dans le programme, dans le parcours d'accompagnement de réinsertion des jeunes en détention ou en sortie de prison, et de pouvoir nous projeter vers peut-être un programme de mentorat qui pourrait se dessiner et de réfléchir ensemble à quelles conditions un programme de mentorat en direction de ce public pourrait être le plus impactant. Enfin, cette table ronde a aussi une vocation à faire ressortir des idées, des propositions, des bonnes pratiques qui pourraient nourrir nos futures actions de plaidoyer et qui nous permettent, nous, je parle bien ici au titre du collectif Mentorat, d'identifier des acteurs clés avec lesquels le collectif pourrait entreprendre des actions plus tard. Donc, sans plus attendre, je vais présenter les intervenants qui vont s'exprimer aujourd'hui. Tout au long de cet atelier, nous aurons le plaisir d'écouter Benjamin Guichard, qui vous êtes chef du service des politiques de l'accompagnement vers l'emploi au sein de l'ATIGIP. Puis, nous aurons la chance d'avoir 3 prises de parole terrain. D'une part, Marie-Pierre Lacabarat, vous êtes responsable des programmes au sein de l'association Lire pour en sortir, qui propose un accompagnement à la lecture. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons eu le plaisir de nous rencontrer il n'y a pas longtemps au Salon de Montreuil autour de la question des publics dits empêchés. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre Galatée Underwood, que nous saluons particulièrement chaleureusement, parce que Galatée, vous êtes en Australie. C'est ça, je divulgage, mais bon, je ne sais pas quelle heure il est chez vous en Australie, mais c'est particulièrement agréable de votre part de vous rendre disponible, donc j'espère qu'il n'est pas... Il est tard. Il est tard. Bon, très bien. Ouais. Merci en tout cas de votre engagement sur cette table ronde. Galatée Underwood, vous êtes membre de l'association des anciens du GENEPI qui travaillait sur la question de l'engagement étudiant en direction des jeunes incarcérés. Étant moi-même directrice de la FEV, je ne peux pas cacher ma sensibilité particulière à cette question de l'engagement étudiant. Et puis, nous finirons ce tour de table des prises de parole terrain avec une association hors les murs et Domicy Bourguin. Vous allez nous présenter les actions de l'association Wake Up Café autour de vos programmes de réinsertion professionnelle. Et enfin, nous terminerons avec Brice Denichal du collectif Walden, qui est
qui a une posture un peu différente par rapport aux acteurs de terrain, et ça nous permettra de prendre un peu de hauteur pour, vous allez écouter les présentations, comme nous, de toutes ces actions de terrain au service des personnes détenues ou en réinsertion, et peut-être en réaction, pourrez-vous nous aider à voir, d'abord vous nous présenterez bien sûr ce que fait Walden, mais peut-être qu'ensemble nous aurons finalement au cours de cette heure dégager quelques solutions qui nous permettent aussi de repenser les prisons de demain, puisque c'est ce que vous faites chez Walden. Donc, encore une fois, merci à tous et toutes de votre présence, de vos précieux témoignages. Nous sommes une petite trentaine de personnes. C'est un atelier qui est assez intimiste. C'est plutôt une chance parce que ça va nous permettre d'avoir peut-être un petit peu plus d'interaction entre nous. Donc, je répète ce que je disais tout à l'heure. Possibilité de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans le chat que je ne regarderai pas forcément au fur et à mesure, mais Pauline aidera à regrouper les questions et en tout cas à nous les faire remonter. Et puis, nous aurons de toute façon un temps en fin d'atelier pour pouvoir plus librement échanger ensemble. Oui, je précise que cette table ronde est enregistrée. Donc, si vous ne voulez pas apparaître à l'écran, je vous prie de désactiver votre caméra. Je crois que je n'ai rien oublié pour cette introduction. Donc, on va commencer avec vous, Benjamin Guichard. Donc, je le disais, vous travaillez au sein de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle, la TIGIP, qui dépend de quoi? Du ministère de la Justice, j'imagine? Oui, du ministère de la Justice, oui, effectivement. Très bien. Et donc, c'est bien de commencer par vous, parce que comme ça, je vous propose que vous commenciez par quelques éléments de contexte général. Je le disais, je pense que beaucoup de personnes autour de cette table virtuelle méconnaissent le monde carcéral, moi en premier. Dressez-nous un portrait de ces personnes qui sont incarcérées. Qui sont-elles? En quoi un accompagnement individuel peut être particulièrement bénéfique pour des personnes qui peut-être ne bénéficient pas toujours d'une prise en charge fortement individualisée? C'est une hypothèse que j'émets en ce début de discussion. Et surtout, quelle articulation possible entre, je parle de mentorat aujourd'hui, c'est les assises du mentorat, et derrière le mentorat, il y a bien sûr l'engagement de la société civile. Donc, de votre point de vue, comment fonctionne aujourd'hui pour ce public l'articulation entre ce que font les acteurs de la société civile et les programmes plus institutionnels d'accompagnement des personnes en détention ou en réinsertion? On vous écoute. Merci beaucoup, et puis merci beaucoup de cette invitation à participer aux assises du mentorat. Moi je travaille au sein de l'agence du travail d'intérêt général et de l'insertion professionnelle au ministère de la Justice, qui est un service qui dépend directement du garde des Sceaux et qui a pour vocation de développer les dispositifs de travail d'intérêt général, qui est une peine alternative à l'incarcération, qui comporte un volet insertion professionnelle important, et puis l'ensemble des dispositifs d'insertion professionnelle pour ce qu'on appelle le public placé sous main de justice. Alors je précise parce que vous l'entendrez souvent dans le monde de la justice. Les publics placés sous main de justice, c'est aussi bien les personnes qui sont incarcérées, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous en milieu fermé, que les personnes dites en milieu ouvert, c'est-à-dire qui bénéficient d'une peine à l'extérieur ou une alternative à l'incarcération. Donc en fait, toutes ces personnes-là sont suivies par la justice, et donc nous, on est là aussi pour développer les dispositifs d'insertion professionnelle à destination de ces personnes. Alors, la question première, c'était qui sont-elles, ces personnes? C'est des personnes qui sont globalement jeunes. L'âge moyen en maison d'arrêt, c'est-à-dire pour les peines courtes d'emprisonnement qui représentent le plus gros de l'effectif des personnes détenues, c'est 29 ans. Et puis, c'est des personnes qui aussi ont des particularités sur le fait qu'elles sont assez éloignées de l'emploi. Déjà, près de 50% d'entre elles n'ont aucun diplôme. Et près de 90% d'entre elles ont un niveau infra-bac. Donc, avec des chiffres qui sont bien au-delà des moyennes de la population générale, on accueille donc un public qui est généralement en difficulté, qui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont jamais travaillé, ne sont jamais rentrés forcément dans un parcours de formation, et que nous devons aussi accompagner pour les remettre dans un parcours de formation et d'emploi qu'ils découvrent. Et donc, c'est aussi une de ses particularités.
Une des particularités aussi, c'est que c'est des publics qui ont des difficultés qui sont multiples. Elles ne concernent pas que le champ de l'insertion professionnelle. C'est des personnes qui souvent sont soit en rupture familiale, on peut aussi pour beaucoup des problèmes d'addiction, avec une forte prévalence du handicap dans les personnes qui sont incarcérées, et principalement du handicap psychique, et donc aussi des personnes qui donc cumulent un certain nombre de difficultés. On dit qu'elles accèdent pour la première fois à l'emploi, mais elles vont accéder pour la première fois peut-être à l'ouverture de droits, à l'accès à des parcours de soins auxquels elles n'ont jamais eu accès aussi, par le biais aussi de la détention et de la peine qu'elles sont en train d'effectuer. Donc toutes ces particularités-là font qu'il y a des prises en charge spécifiques, mais pour autant, elles ont aussi des différences. C'est-à-dire qu'on accueille aussi en établissement pénitentiaire toute la diversité de la société, et donc vous allez pouvoir aussi retrouver des similitudes avec des publics que des associations prennent en charge par ailleurs, avec des difficultés qui sont multiples et qui existent de la même façon dans le milieu libre. Vous dire aussi que sur les spécificités, cette fois peut-être plus spécifiquement du monde carcéral, qui est un monde méconnu, qui fait parfois même l'objet de fantasmes sur la façon dont il fonctionne. C'est un monde qui travaille encore aujourd'hui trop à notre kilo, c'est-à-dire en différenciant la prise en charge que nous faisons en milieu fermé, c'est-à-dire en détention, et en milieu ouvert, c'est-à-dire à l'extérieur. Ce qui fait qu'on a eu l'habitude, depuis des années, souvent, de créer des dispositifs spécifiques pour les personnes détenues, c'est-à-dire incarcérées, plutôt que d'amener des dispositifs qui existent à l'extérieur vers l'intérieur, ce qu'on souhaite faire maintenant, et qui est du coup plus efficace, en tout cas, dans la construction de parcours, et de parcours entre l'intérieur et l'extérieur, de parcours dedans, dehors. Et donc, donc ça fait partie de nos objectifs de développer ce type de parcours. Aussi, pour vous donner des éléments de contexte, aujourd'hui, les personnes détenues accèdent à des dispositifs d'insertion professionnelle, mais accèdent trop peu à des dispositifs d'insertion professionnelle, puisque en moyenne, 30% des personnes détenues travaillent, c'est-à-dire ça correspond à peu près à 20 000 personnes qui travaillent au sein d'ateliers, au sein des établissements pénitentiaires, ou ce qu'on appelle nous au service général, c'est-à-dire au profit de tâches, au profit de l'établissement. Sur des activités qui ne sont pas forcément extrêmement valorisables, puisque la plupart des activités en atelier pénitentiaire sont des activités de conditionnement. Donc on a un vrai enjeu aussi sur le développement des typologies d'activités et de la diversification des activités. Et puis c'est un public qui accède peu à la formation professionnelle parce que seulement 7% d'entre elles ont accès à un dispositif de formation professionnelle aujourd'hui, ce qui est un chiffre extrêmement faible. Et on travaille aujourd'hui avec les régions qui sont compétentes depuis 2014 sur le champ de la formation professionnelle pour développer des dispositifs de formation professionnelle pour ces personnes-là. Donc, dans les grandes avancées qu'on peut noter sur ces dernières années et puis sur les prochaines, il y a plusieurs choses à noter. Il y a premièrement la diversification de l'offre qui est importante pour ces personnes détenues pour s'adapter à ce qui existe à l'extérieur et que ce qu'elles commencent en détention puisse se poursuivre à l'extérieur. Je pense notamment à l'activité économique avec l'implantation de structures d'insertion par l'activité économique en milieu pénitentiaire. C'est une nouveauté et nous allons continuer à le développer, notamment parce que ce public est très éloigné de l'emploi, correspond donc aux critères de l'IAE et donc on a tout intérêt à les emmener vers ce type de parcours pour qu'ils le poursuivent ensuite à la sortie. Les entreprises adaptées sur le même modèle mais pour des personnes en situation de handicap, parce que comme je vous le disais, il y a une vraie problématique sur la prise en charge du handicap et donc dans le travail des personnes handicapées en milieu pénitentiaire, sur aussi l'apprentissage en détention, qui est une expérimentation qui est en cours depuis la loi Pénicaud et qui permet aussi de construire des parcours dedans dehors en commençant un dispositif d'apprentissage à l'intérieur
et le poursuivre à l'extérieur. Et puis, le développement aussi d'outils qui permettent de mieux connaître l'environnement de l'insertion professionnelle des personnes sous main de justice avec des outils numériques. On est en train de créer une plateforme qui a déjà une première réalité avec une cartographie des lieux d'implantation pour les entreprises pour qu'elles viennent offrir du travail aux personnes sous main de justice, de diversifier aussi le travail pénitentiaire offert aux personnes sous main de justice, et puis d'offrir à l'ensemble des professionnels de l'insertion professionnelle qui travaillent en détention un outil permettant de mieux visualiser quelle est l'offre de travail, de formation et de dispositifs d'accompagnement vers l'emploi en milieu pénitentiaire. Vous dire aussi qu'on a tout un tas d'acteurs qui travaillent déjà avec nous et les partenariats aussi bien institutionnels, économiques qu'associatifs sont absolument essentiels dans le monde pénitentiaire. Je pense notamment, quand on parle de partenariats institutionnels, à Pôle emploi qui sont présents dans les établissements pénitentiaires avec des conseillers Pôle emploi justice et qui poursuivent ce travail aussi à l'extérieur, parfois avec des référents justice au sein des agences Pôle emploi dans certains territoires. Les missions locales, bien entendu, qui sont un acteur de l'accompagnement socio-professionnel extrêmement important. Des partenaires de l'insertion par l'activité économique, on en parlait, du monde des entreprises adaptées, mais aussi des entreprises classiques qui s'engagent auprès des personnes détenues aussi pour les accompagner à l'extérieur. Et quand on parle de mentorat, on a des formes déjà de mentorat à travers des exemples de chefs d'entreprise qui ont voulu s'investir grandement dans le travail pénitentiaire et dans l'accompagnement vers l'emploi à l'extérieur. Et puis le réseau associatif qui est absolument essentiel dans ce dispositif. Alors, il y a certaines associations qui sont déjà présentes et qui interviendront après moi, qui travaillent sur ce lien dedans-dehors, qui est absolument important parce qu'on voit que la rupture, elle se crée souvent au moment de la libération et que le passage entre l'intérieur et l'extérieur est ce qui est le plus difficile. Et donc, c'est aussi pour cette raison que un certain nombre d'associations, et je pense que Wake Up Café reviendra sur cet accompagnement dehors parce que et Wake Up Café n'est pas qu'à l'extérieur, ils sont aussi à l'intérieur. Et donc, il y a vraiment cette importance pour nous de fédérer en fait l'ensemble des partenaires associatifs économiques pour construire des parcours d'insertion professionnelle pour les personnes sous main de justice, parce que là, je vous ai parlé des personnes qui sont en détention, mais l'important, c'est aussi de prendre en charge des personnes qui bénéficient d'une peine ou d'un aménagement de peine en milieu ouvert, c'est-à-dire à l'extérieur, pour qu'elles puissent raccrocher les dispositifs de droit commun. Et c'est pas aussi simple que ça, notamment faire en sorte que le service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui coordonne en fait les parcours d'exécution de peine des personnes détenues, puisse avoir aussi les outils pour permettre la construction de ces parcours d'insertion professionnelle, aussi bien à l'intérieur des établissements pénitentiaires qu'à l'extérieur. Merci beaucoup. Il y aurait beaucoup de questions à poser. On va les laisser pour tout à l'heure, mais quand même une question qui sera certainement un fil rouge et que je vais poser aussi aux autres intervenants. Vous avez décrit on va dire le portrait un peu des jeunes qui sont sous main de justice, et vous avez notamment insisté sur l'aspect polymorphe et le cumul des difficultés. Comment vous avez aussi évoqué l'image des prisons, hein, souvent représentée dans la fiction, qui peut faire un peu peur, etc. Comment est-ce que ça ne décourage pas un citoyen lambda d'aller vers ces publics, justement, le fait qu'il y ait tellement de difficultés cumulées, le handicap, l'addiction, toutes ces problématiques? Est-ce que ce n'est pas de nature un peu qui peut avoir cet effet de tendance à décourager des gens qui ne se vivent pas justement comme des spécialistes du handicap, du traitement de l'addiction, etc. Comment faire pour engager des personnes non spécialistes, mais qui ont quand même envie d'aller vers ce public? C'est un sujet, je pense que ça ne se pose pas de la même façon que, par exemple, sur des associations qui travaillent sur du mentorat de personnes réfugiées ou de jeunes qui sont en difficulté scolaire, etc. Comment on engage un citoyen lambda pour ne pas avoir peur et à se dire elle peut, à sa mesure, apporter quelque chose à ce public dont on imagine que ça ne doit pas être simple, quoi. C'est pas simple. Déjà, je pense que
on a, nous, un rôle en tant que professionnel du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire que moi, je viens d'un établissement pénitentiaire et je pense que nous, professionnels, on a un rôle d'aller vers l'extérieur pour expliquer ce qu'est la prise en charge des personnes placées sous main de justice, qu'elles peuvent, il peut y avoir des similitudes par rapport à ce que d'autres associations peuvent connaître sur d'autres publics, et puis aussi dire à ces associations, venez voir, c'est-à-dire rentrer en détention, venez voir avec nous la façon dont ça se passe et comment on pourrait travailler ensemble. Je vais être assez provocateur vis-à-vis de mon institution, mais je pense que les freins qui sont ceux des associations aujourd'hui ne sont pas tant sur des préjugés sur les personnes détenues plutôt que sur les difficultés qu'ils ont aujourd'hui à travailler avec une administration qui n'a pas forcément encore intégré qu'il peut y avoir des cultures différentes qui coexistent au sein des établissements pénitentiaires et qui ne comprennent pas forcément la façon dont fonctionne l'administration pénitentiaire, avec ses codes, avec ses contraintes spécifiques liées à la sécurité, et que du coup, je pense qu'il faut qu'on explique mieux aussi quels sont l'ensemble des contraintes de notre administration pour lever à la fois des blocages qui peut y exister au sein des établissements sur l'intervention des associations et peut-être aussi évoluer de notre côté pour faire en sorte que toutes ces contraintes-là soient moins lourdes. Merci beaucoup, Benjamin. Bon, c'est tout à fait riche, on aurait envie de creuser, mais je vais quand même garder du temps pour tous les intervenants. Donc, je vais tout de suite passer la parole avec un premier témoignage terrain, avec une des associations qui travaille auprès des jeunes au sein des prisons et parfois à leur sortie. Je vous donne la parole, Marie-Pascale Cabarat. Vous allez nous présenter Lire pour en sortir. Déjà, une première question. Pourquoi cette dimension, pourquoi avoir placé la dimension de la lecture et de l'écriture au cœur du projet de réinsertion des personnes détenues? Qu'est-ce que vous attendez peut-être du pouvoir de la lecture et de l'écriture? Qu'est-ce que ça peut apporter à ces personnes qui sont placées sous main de justice? J'ai donc appris ce terme. Allez-y, Marie-Pascale. On ne vous entend pas, il faut que vous activiez votre micro. C'est bon, vous m'entendez? Très bien. Donc, merci d'avoir invité Lire pour en sortir à cette table ronde, et je voulais juste rappeler que mon prénom était Marie-Pierre et non Marie-Pascale, mais c'est pas grave, je me suis reconnue quand même. Donc, je prie de m'excuser. Donc, pourquoi effectivement Lire pour en sortir depuis sa création place la lecture et l'écriture au cœur du processus de réinsertion des personnes détenues, et puis on va dans nos projets, comme l'a précisé M. Richard aussi, vers le public en milieu ouvert. Tout simplement parce que si je devais compléter les caractéristiques qu'a donné M. Richard sur aujourd'hui les personnes sous main de justice, je rajouterais que 30% des personnes qui rentrent en détention et qui passent le test de lecture que leur fait passer l'Éducation nationale au sein de la détention échouent à ce test de lecture. 30% des personnes échouent au test de lecture, avec des indicateurs majorés sur des territoires tels qu'on le retrouve dans la société, hein. Par exemple sur des départements plus en difficulté comme le Nord, comme les départements d'outre-mer. Donc c'est vrai que c'est des chiffres extrêmement alarmants. Je rajouterai aussi qu'une personne sur deux en détention n'a jamais de visite. Donc un public extrêmement isolé lorsqu'il est détenu. Et je rajouterai aussi que 100% des mineurs qui sont détenus, puisque effectivement on peut être mineur et détenu en France, 100% des mineurs qui rentrent en détention sont déscolarisés. Donc la question de la maîtrise des savoirs de base, à la fois pour se penser, pour se construire, pour bâtir son chemin vers l'école, vers la formation et vers la réinsertion professionnelle, les savoirs de base sont effectivement des facteurs discriminants que l'on retrouve particulièrement au sein de la population pénale. Juste une petite précision, excusez-moi Marie-Pierre, vous dites que 100% des mineurs incarcérés sont déscolarisés, et c'est-à-dire du coup qu'il y a quand même une obligation de scolarité jusqu'à 16 ans.
Comment ça se passe Alors, comment on fait coexister l'obligation de scolarisation jusqu'à 16 ans et ce que vous venez de dire? alors, juste pour être précis, ils sont déscolarisés avant leur entrée en détention. Quand ils rentrent en Ah, ok, détention, d'accord. c'est un constat. Très bien. Quand ils rentrent Ok, en détention pour mineurs, la scolarité est obligatoire jusqu'à 18 ans, contrairement à jusqu'à l'extérieur. 18 ans. Hein, Très mais bien. Très bien. c'était Merci juste pour pour cette faire précision importante. voilà. Donc effectivement, Lire pour en sortir a décidé de placer la lecture et l'écriture au cœur en tout cas comme un des leviers indispensables pour que à la fois les conditions de détention soient moins difficiles, puisque quand on est en prison, toutes les démarches se font par écrit, et avant d'écrire, il faut savoir lire. On ne clique pas sur un Google Drive ou pour faire ses démarches voilà, donc c'est vrai qu'il y a une vraie question aussi d'autonomie au sein de la détention, et puis bien sûr pour prévoir son avenir. Donc, comme l'a dit M. Guichard, on est sur un public jeune. Plus de la moitié des personnes condamnées à des courtes peines ont moins de 25 ans, pour lesquelles les enjeux de réinsertion sont majeurs, même si bien sûr, à tout âge, la question de la réinsertion est majeure. Donc, les pour en sortir fait plusieurs propositions aux personnes en détention, et son programme phare, c'est effectivement ce programme personnalisé de lecture, qui est un accompagnement individualisé à lire toutes les semaines, accompagnement assuré par un bénévole. Donc aujourd'hui, pour juste que vous compreniez notre façon de fonctionner, notre écosystème, l'association est en convention avec 26 établissements pénitentiaires en métropole et en outre-mer. Auprès de chaque établissement pénitentiaire est constituée une équipe de bénévoles, et ce sont ces bénévoles qui, toutes les semaines, rencontrent les personnes détenues. Un détenu s'inscrit à notre programme individuel, un bénévole lui est attribué, et ce bénévole l'accompagne toutes les semaines dans son parcours lecture, avec un accompagnement qui s'adapte aux besoins de la personne et du jeune, qui peut aller de l'accompagnement à lire et à la compréhension de l'ouvrage, jusqu'à, bien sûr, des échanges à tout ce que peut susciter effectivement la lecture d'un ouvrage. Dans ce programme, le jeune choisit un livre dans un catalogue de lecture qu'on a travaillé avec une pluralité d'acteurs qui vont d'acteurs spécialisés sur la lutte contre l'illettrisme, à des éditeurs, aux personnes détenues elles-mêmes, puisque maintenant ça fait plusieurs années que cette association fonctionne, et nous donnons la parole aussi à nos lecteurs et à nos lectrices qui aussi nous font des propositions. Et donc le livre est choisi dans ce catalogue, il y a une stratégie, des livres faciles à lire, des livres en gros caractères. Le livre est offert aux jeunes. Définitivement, c'est un bien qui lui appartient, et à la fois il le lit dans sa cellule et il le lit quand il rencontre aussi le bénévole toutes les semaines. Donc tout à l'heure, j'entendais la définition européenne du mentorat, où effectivement il s'agissait d'un accompagnement individualisé, horizontal, entre un jeune et un adulte qui puisse être en tout cas aussi un bénévole. Et disons qu'on pourrait dire que Lire pour en sortir a fait du mentorat sans savoir, comme M. Jourdain faisait de la prose, avant qu'effectivement on parle aujourd'hui de façon massive de la question du mentorat. Donc j'insisterai plus particulièrement sur ce programme. On a un deuxième programme d'accompagnement individuel à la lecture qui concerne les parents qui rencontrent leurs enfants en détention, où on met le livre aussi au cœur de la relation parent-enfant. Ça, c'est un nouveau programme qu'on a lancé en 2021. Sur le même mode opératoire, un bénévole accompagne un parent à choisir un livre dans un catalogue de lecture jeunesse. Le parent le choisit et l'offre à son enfant. Voilà. Et donc ça, ce sont nos deux programmes phares que l'on peut dupliquer à l'infini, quels que soient les publics, les territoires d'intervention. Voilà, donc on a une communauté de bénévoles absolument formidable, des bénévoles que l'on forme, à la fois que l'on sélectionne, que l'on forme, que l'on anime. Notre ambition, puisque notre ambition est d'intervenir d'ici 2024 dans 50 établissements pénitentiaires, notre ambition est de doubler ou de tripler notre réseau de bénévoles. Et je crois que c'est un bel exemple aussi d'engagement de la société civile qui ose aller dans les murs
On espère aussi avec la qualité de l'accompagnement que propose l'association et aussi par une communauté plus large qu'on a constituée. Juste pour conclure rapidement mon propos, donc depuis 2015, puisque c'est en 2015 qu'on a lancé nos programmes individualisés de lecture, 2500 jeunes ont bénéficié de cet accompagnement individuel à la lecture. Ils ont lu 5000 livres et on a un logiciel très exigeant qui nous est demandé par le ministère de la Justice, donc on peut vraiment tracer l'activité du travail accompli, entre guillemets, par les jeunes. Et puis, dans l'étude d'impact qu'on a fait, je dirais que nous, nos objectifs sont atteints parce qu'effectivement, ce que nous disent nos bénéficiaires, c'est l'amélioration du sentiment de confiance en soi, c'est l'amélioration du niveau de lecture, d'écriture, d'expression orale, donc l'amélioration de l'autonomie, à la fois dans la prison et puis aussi pour l'avenir. Et c'est aussi ce lien de confiance qui se recrée avec la société civile, parce qu'effectivement, nos bénéficiaires vraiment témoignent de leur étonnement que des bénévoles s'engagent, viennent toutes les semaines les rencontrer, des demi-journées, rentrer dans une prison, c'est très contraignant. Il y a une demi-heure d'attente pour rentrer, une demi-heure pour sortir, il y a des procédures. Donc c'est vrai que ça, c'est aussi extrêmement touchant. Et c'est aussi ce que veut faire l'association, c'est aussi réconcilier, je dirais, l'ensemble des différentes parties de la société. Et puis après, on est aussi bien sûr sur des impacts comme des retours à la scolarité académique et du retour vers de la formation. Et puis pour faire j'avais envie aussi de rendre hommage, puisqu'on parle du mentorat, qu'on a parlé des entreprises, j'ai écouté la première partie de la plénière de cet après-midi. Notre association est mécénée par des acteurs privés, à 70% par des fondations d'entreprises ou des entreprises, donc qui montrent leur engagement aussi citoyen et sociétal. Et non seulement ce sont des entreprises qui nous financent, mais c'est des entreprises aussi qui mettent à disposition des collaborateurs qui interviennent directement auprès des personnes détenues et auprès des jeunes. Je pense notamment à des ateliers d'éloquence que l'on met dans plusieurs prisons dans lesquelles nous intervenons, qui sont menés par des avocats, puisqu'on est mécéné par des cabinets d'avocats. Donc des avocats ou des auteurs aussi qui animent gratuitement des ateliers d'écriture. Donc voilà, on essaye aussi à notre mesure de créer cette maïeutique et de favoriser effectivement l'interpénétration à la fois du secteur public, privé, au bénéfice du bien commun et au bénéfice des personnes et des jeunes en détention. Merci beaucoup, c'est très clair et merci d'avoir souligné très concrètement les difficultés d'intervention, le déplacement, d'aller jusqu'à la prison, le temps d'attente, etc. Je pense que ce sont des choses importantes qui montrent la forte motivation de vos bénévoles. Juste une petite question, qui sont vos bénévoles pour comprendre un peu le public qui s'engage pour en sortir? Alors, on a des bénévoles qui sont tous passionnés de lecture et de littérature, passionnés de la transmission, bien sûr, et convaincus comme nous du pouvoir de transformation que nous ont apporté les différents livres que nous avons lus. On est tous un peu le produit des lectures que nous avons fait depuis que nous savons lire et depuis qu'on nous a aussi lu des histoires. Donc ça, c'est vrai, c'est un des critères, bien sûr. Et puis après, on est sur des critères assez classiques, des bénévoles plutôt féminins, plutôt, bien sûr, retraités. Mais pour une population très largement masculine, je me trompe Non, une population plutôt assez largement féminine. D'accord, pour les bénéficiaires, je parle. Ah, pour les bénéficiaires. Oui. Ah, je croyais qu'on parlait des bénéficiaires. Oui, je voulais dire, en face, il y a plutôt des garçons, alors que ce sont des femmes en face, 97% des personnes détenues sont des hommes. Donc, c'est effectivement... Voilà, les bénéficiaires sont plutôt des hommes. Mais en milieu urbain, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive effectivement aussi à avoir
des bénévoles plus mixés, entre guillemets, en termes de génération. Et quand on peut aussi intervenir dans les prisons le samedi matin, ce qui n'est pas toujours le cas, mais en tout cas nous on pousse aussi cette possibilité parce que les week-ends sont des moments très très difficiles lorsqu'on est en prison. On arrive à capter aussi des bénévoles jeunes, étudiants, des actifs qui ont envie de s'engager aussi utilement sur leur temps disponible. Très bien, ce qui veut dire que les conditions d'organisation de l'action vont avoir un impact direct sur les profils et la possible diversification de ces profils. Merci beaucoup. Ça nous donne une transition toute faite puisque vous venez de mentionner les plus jeunes, les étudiants. Galatée, les étudiants en prison, moi, depuis longtemps à la FEV, pour moi, ça a toujours été le Génépi. Alors évidemment, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais quand même peut-être un petit rappel chronologique. Je pense que certains d'entre vous se souviennent août 2021 d'avoir lu dans la presse un communiqué de presse qui annonçait la dissolution du Génépi, association qui existait depuis les années 70. Donc, vous êtes membre des anciens du Génépi et aujourd'hui, votre volonté, c'est de relancer l'action et l'intervention en particulier des étudiants. Donc, vous allez nous expliquer ce qu'est Rebond. D'ailleurs, vous allez peut-être nous expliquer ce qu'est l'acronyme Rebond, ce que vous mettez derrière, et quel est le programme d'intervention que vous voulez relancer des étudiants, et puis aussi, pourquoi les étudiants? Bon, alors, donc, Rebond, je vais essayer de faire ça très très bien. On a trouvé ça, retour d'étudiants bénévoles organisés nationalement en détention. Donc, l'objectif simple, c'est un projet qui vise un double public sur tout le territoire national à terme, on n'y est pas encore mais on y arrivera, avec un objectif de rencontre. Le principe est simple, une rencontre entre des étudiants et des personnes détenues qui le souhaitent. Donc le principe de rencontre est basé sur des interventions bénévoles des étudiants en détention. Le dispositif s'adresse à toutes les personnes, tout type de personnes détenues, hommes, femmes, maisons d'arrêt, centres pénitentiaires. Les chiffres ont été donnés avant par les autres intervenants. Moi, celui qui m'a parlé récemment, c'est que 42% des personnes détenues en 2020 avaient moins de 30 ans. Donc, il y a quand même un public largement jeune qui a besoin et qui est avide de contact social et de pouvoir se développer chacun à sa façon. Donc, l'idée, c'est de faire bénéficier d'interventions régulières d'étudiants issus de l'université ou de différents établissements d'enseignement supérieur. Et ces interventions vont être soit sous forme d'enseignement, de suivi scolaire, de soutien scolaire, d'activités diverses, d'échanges, de créativité ou de culture générale. Ça a toujours été la base, d'avoir des étudiants qui sont d'origine extrêmement variée, qui font partie d'études diverses et variées aussi, et qui vont dans leur vie devenir des professionnels et avoir des emplois dans tous les domaines d'activités possibles et imaginables. Donc il n'y a pas de limite à part le fait d'être étudiant et d'être un jeune, pour être un bénévole de ce projet, ça c'est la limite. Et pour le reste, les personnes qui sont intéressées peuvent lever la main. Et puis il y a tout un processus de recrutement, de formation, etc. Donc sur l'histoire du Génépi, bon, je vais faire ça en 3 mots puisque la question a été posée. Le Génépi donc existait, moi je fais partie de l'association des anciens du Génépi, qui a été créée en 2009 qui s'est formalisée, disons, cette année-là, et qui a toujours eu pour objectif de soutenir les actions que j'ai décrites. Avec la fin avec la dissolution de l'association du Génépi elle-même, je n'en connais pas les raisons directes puisque je n'en faisais plus partie, j'étais une ancienne, donc je ne vais pas m'épancher trop là-dessus, mais nous on a senti à l'association des anciens que c'était vraiment dommage de laisser tomber le cœur, la philosophie et l'expérience accumulée de près de 40 ans de vie associative étudiante, et d'essayer de faire en sorte que ce projet-là ne disparaisse pas, et donc de lui permettre une nouvelle vie. Voilà, c'est ce à quoi on travaille maintenant. J'ai un petit écho, je ne sais pas s'il y a un écho tout d'un coup pour les autres.
Oui, je pense qu'il y a une personne qui a laissé activer son micro. Si vous voulez bien le fermer parce que ça interfère. Je crois que c'est PS. Merci beaucoup. Allez-y, Galatée. Voilà, merci. Donc, les étudiants, l'idée, c'est qu'ils interviennent seuls en général ou en binôme avec un petit groupe, donc seuls avec une personne détenue ou en binôme avec un petit groupe de personnes détenues et qui s'engagent sur toute l'année universitaire pour une intervention hebdomadaire. Donc, qui va durer en général, qui va leur prendre à peu près une après-midi pour une interaction avec la personne détenue d'à peu près 1h30. Ça, c'est la réalité aussi de l'intervention en détention. Donc, nous, on conçoit ce projet comme un véritable incubateur de citoyenneté. Les étudiants qui participent sont des personnes qui sont intéressées, qui ont envie de développer du lien humain avec des personnes qu'elles n'auraient pas forcément autrement rencontrées. Et de faire avec eux ce chemin et d'établir une relation de confiance et de travailler ou de s'intéresser ensemble à des choses qu'ils peuvent partager. Donc ça, ce sera aussi varié que la provenance des étudiants et leur parcours personnel, de la même façon pour la personne détenue qui dira elle-même ce qui l'intéresse sur le moment. Donc sur le côté transversal de la notion du mentorat, là, on est vraiment complètement dedans. Donc, ça va être tout à fait individualisé des deux côtés, du côté du bénévole et du côté de la personne bénéficiaire. Moi, il y a plusieurs choses qui m'ont vraiment intéressée dans ce que j'ai entendu déjà et puis dans ce qui avait été expliqué dans les plénières ce matin. C'est la notion du droit au mentorat. Alors, je pense que ça va être quelque chose de particulièrement intéressant pour notre table ronde à nous, puisque la notion d'accès au droit, pour les personnes détenues, a toujours été quelque chose qui est un challenge. Le concept du droit au mentorat, c'est de répondre à deux défis qui sont la lutte contre les inégalités et de refonder du lien social. Et donc, la question pour nous, associations, et pour l'administration pénitentiaire, enfin une des questions, disons, ça va être de se demander comment conceptualiser ce droit au mentorat, comment permettre aux personnes détenues une information et une communication sur ce concept, et comment y faire accéder les personnes qui en ont le plus besoin, et comment permettre un choix. Ça, c'est jamais facile en détention de permettre un choix. Donc, on a déjà, chaque association, j'imagine, travaillé sur ces idées-là. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la façon dont le mentorat se développe aujourd'hui, c'est de me dire que j'entends plusieurs associations là qui se reconnaissent dans le concept de mentorat. Nous, à Rebond, on s'y reconnaît aussi énormément. Toutes les choses que Marie-Pierre, c'est Marie-Pierre ? Oui, a dit avant, sur le soutien individuel, l'horizontalité, le soutien transversal, etc. Je pense que si on se reconnaît tous dans cette notion, est-ce qu'on n'est pas capable ensemble aussi de créer peut-être quelque chose comme une plateforme, finalement, qui permettrait aux bénévoles qui sont intéressés par les questions de justice, de lien social, de pouvoir être orientés vers différentes possibles actions via la notion de mentorat, et de la même façon pour les personnes détenues, que ce soit finalement, on est plus sur des choses spécialistes. On se dit, en fait, il y a peut-être un accès comme ça qui serait plus large et permis par la notion elle-même de mentorat, à laquelle ce serait intéressant de réfléchir ensemble, j'ai l'impression. J'ai peut-être déjà assez parlé. Je ne sais pas s'il y a des... J'ai perdu ma fiche. J'essaie de... Mince, j'active... Je la reprends. Donc, nous, on se concentre sur 3 objectifs principaux. Améliorer les chances de réinsertion des personnes détenues. Permettre
à des étudiants, quel que soit leur cursus et leurs aspirations professionnelles, de faire l'expérience de l'enseignement bénévole ou de l'action bénévole dans un contexte très complexe auquel il faut réfléchir énormément. Et aussi permettre aux étudiants de s'impliquer et de développer leur questionnement de citoyenneté et de perspective, spécifiquement sur les questions de justice, mais aussi plus généralement sur les questions d'engagement et de vie associative. Voilà, quels sont nos objectifs. Je voulais juste dire aussi, vous posiez la question, Eunice, sur comment on fait pour intéresser des bénévoles à ces domaines assez complexes, ou à ces personnes assez complexes. Je voulais juste partager le fait qu'aujourd'hui, on avait une présentation à l'université de Cergy auprès d'étudiants et qu'il y avait 50 étudiants qui étaient là aujourd'hui pour écouter, pour échanger et puis pour devenir bénévoles potentiellement. Donc, il y a toujours des gens qui sont intéressés. Je pense qu'il faut que nous, on communique bien et qu'on trouve son public. Et voilà, ça peut se passer assez bien. Merci. Désolée, excusez-moi, j'avais un petit problème de micro. On va devoir s'arrêter là. Peut-être qu'il y aura d'autres questions. Je suis bien d'accord. Je pense que le public étudiant peut tout à fait se mobiliser. La question de la reconnaissance des compétences dans les cursus, c'était un peu évoqué tout à l'heure, puisque nous sommes sur un public étudiant, serait aussi très intéressante à poser pour ce que vous venez de dire, Galatée. Et juste une petite remarque sur la plateforme. Je pense que c'est une excellente idée. Attention à bien... La question est aussi comment ça s'imbrique avec la plateforme qui a été lancée, en l'occurrence là pour Un jeune à mentor. Donc il y a peut-être dans les évolutions de la plateforme à penser à des choses plus spécifiques sur des publics en particulier. Donc je pense que c'est une réflexion tout à fait intéressante à bien mener dans l'écosystème déjà existant. Merci beaucoup. Juste, pardon, c'est déjà le cas sur la plateforme. Pour les publics sous main de justice, il a été ouvert il y a quelques semaines, c'est-à-dire au mois de décembre, un onglet spécifique pour l'accompagnement en mentorat des personnes sous main de justice. Mais dans Un jeune à mentor ou dans une autre plateforme? Dans les entreprises s'engagent, mais qui ensuite rebasculent vers les plateformes qui existent, puisque en fait les entreprises rebasculent vers la plateforme. Très bien. Bon, nous pourrions discuter de ces sujets mais c'est tout à fait passionnant. Plus en avant. Très bien. On va maintenant passer à Domicy Wake Up Café. Donc, expliquez-nous. Vous êtes sur un accompagnement, je crois qu'il y a beaucoup de monsieur et madame Jourdain autour de la table du mentorat. Et je pense que peut-être cette définition du mentorat, vous aussi, vous y reconnaissez à Wake Up Café, en tout cas vraiment la notion d'accompagnement individuel. Et alors avec la particularité que vraiment au long cours, j'ai bien noté dans la préparation le fait que c'était important pour vous que, notamment pour les personnes en sortie et en réinsertion, il n'y a pas de limite dans le temps. Il ne faut pas qu'il y ait de limite dans le temps parce que sinon on peut prendre le risque de perdre les personnes dans l'accompagnement. Donc expliquez-nous ce que fait Wake Up Café, en quoi vous vous reconnaissez ou pas de la notion de mentorat avec un mentorat plutôt long. On vous écoute. Merci Nice. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails non plus parce que je vois que l'heure tourne aussi. Donc, ce que je voulais dire, en tout cas, qui est important pour nous, c'est que notre accompagnement est du coup dedans-dehors. Nous, on commence à accompagner les personnes en détention puisque le but, c'est qu'elles sortent de détention avec un projet professionnel qui est déjà établi. Le but étant d'éviter les premiers mois à la sortie qui sont les mois les plus difficiles pour eux et qui sont les plus importants en termes de récidive parce qu'une personne qui ne va pas tout de suite trouver un appui à la sortie va assez facilement retourner vers ce qui l'a conduit en détention. Du coup, nous, notre attention, elle est sur cet accompagnement dedans-dehors, sur justement le fait que la personne, dès qu'elle devient ce que nous on appelle un waker, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée par l'association, en fait, elle est en lien permanent avec nous dedans et à la sortie.
Et une fois qu'elle sort, pour la plupart en aménagement de peine avec Wake Up Café, le premier jour de leur sortie, elles viennent à Wake Up Café sur l'un de nos 6 sites et elles restent avec nous tous les jours, toute la journée. Et elles ont un suivi sur mesure individuel parce qu'on s'est rendu compte que pour accompagner ce public, et en particulier les plus jeunes, ça je vous en parlerai un peu plus après, en fait l'accompagnement, il ne peut pas être juste 1 heure par jour parce que le reste du temps, c'est un temps qui est pour eux trop compliqué à gérer, en tout cas au début, parce qu'en fait, la détention déshumanise la personne, mais en plus de ça, la liberté du coup devient très compliquée à gérer. On ne sait plus être libre, on ne sait plus vraiment quoi faire. On a fermé les portes à notre place, on nous a dit quand on avait le droit de prendre une douche, quand on avait le droit de sortir d'une salle. Donc en fait, redevenir libre et savoir quoi faire de son temps, c'est pas si simple. Donc nous, notre accompagnement, il leur permet justement de traverser cette période floue et difficile de la sortie de prison. Et en effet, notre accompagnement est sur mesure parce que les personnes qu'on accompagne sont toutes différentes. Donc on ne peut pas considérer qu'en 3 mois, on va réinsérer Joseph et François. En fait, pour certains, il leur faudra 2 mois pour retrouver un emploi, pour retrouver une stabilité. Et pour d'autres, il va leur falloir beaucoup plus de temps. Et c'est pour ça qu'en plus d'un accompagnement vers l'emploi, on fait un accompagnement aussi de reconstruction de soi pour leur redonner confiance en eux, leur apprendre à savoir qui ils sont, aussi reconnaître leurs compétences. En effet, pour la plupart, même pour 80% d'entre eux, comme disait bien Benjamin, on est sur un public qui n'a pas de diplôme, mais qui a des compétences. Et donc, charge à nous aussi de leur montrer quelles sont ces compétences et ce vers quoi ils peuvent aller. Donc, nous, on s'appuie sur un gros réseau d'entreprises partenaires qui s'engagent à embaucher ou à faire des formations ou des stages pour leur permettre d'intégrer un monde qu'ils ne connaissent pas, parce que l'entreprise, ils ne connaissent pas, et même dépasser le périph' pour une grosse partie d'entre eux, ils ne connaissent pas. Donc vraiment, on est sur une population qui a besoin qu'on les accompagne constamment vers la réinsertion. Après, on a un public, nous, de plus en plus jeunes. Et donc, on a décidé de renforcer cet accompagnement pour les plus jeunes parce que ça ne suffisait pas ce qu'on faisait, alors que c'est déjà fort, c'est déjà lourd. Mais du coup, nous, on a des responsables pédagogiques qui vont vraiment passer du temps avec eux pour travailler un peu la gestion de la colère, la gestion des émotions, apprendre à un peu s'aligner pour se sentir bien et être capable du coup d'intégrer la société. Et on a aussi des bénévoles qui viennent et qui deviennent coachs pour ces jeunes wakers. Donc c'est là où notre approche ressemblerait peut-être davantage à du mentorat pour ceux qui, en plus de l'accompagnement individuel, collectif sur mesure, ont besoin d'une personne qui est à l'extérieur de Wake Up Café et qui va être un peu pour eux un référent à chaque fois qu'ils vont avoir besoin d'une aide un peu plus particulière. Donc en fait, on fait double accompagnement pour un public qui est encore plus jeune. Et puis sinon, on travaille aussi avec la TIGIP puisqu'on est agréé aussi pour recevoir du public qui est condamné à des peines de travail d'intérêt général. Et d'une manière globale, c'est vrai qu'on est assez pro et on pousse pour tout ce qui est aménagement de peine. On a conscience que c'est ce qu'il y a de mieux pour les personnes qui sortent de détention et qui ont vraiment besoin d'un accompagnement fort et dans le temps. Merci. J'avais une petite question. Ah, je t'entends plus, Nice. Excusez-moi, mon ordinateur est un peu au ralenti. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Ouais, super. Donc je disais, merci Domici, qu'il y a effectivement cette communauté avec à la fois des salariés, des bénévoles. J'ai cru comprendre que certains de vos wakers étaient, en tout cas des gens qui s'impliquaient dans l'association, étaient aussi d'anciens détenus. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est intéressant cet aspect. En fait, la force de Wake Up Café, c'est ce qu'on appelle, nous, la communauté d'entraide. C'est-à-dire que quand on sort de prison, et qu'on a décidé de ne plus y retourner, parce que chez nous, en fait, le seul critère pour intégrer Wake Up Café, c'est de décider de jamais y retourner. En fait, souvent, on doit aussi se détacher de sa famille, d'une partie de sa famille peut-être, de ses amis, en tout cas, de connaissances qui ont pu en fait amener à la prison. Et c'est là où, en fait, ils ont besoin du coup de personnes sur qui ils peuvent s'appuyer, des personnes pour les aider au quotidien. Donc, il y a en effet les bénévoles, les salariés de Wake Up Café, mais en fait, il y a aussi surtout les anciens, ceux qui sont intégrés maintenant dans la société, qui sont passés par cette étape-là, qui ont dû parfois quitter les cités où ils ont grandi pour déménager et créer un nouvel espace
pour leur permettre de créer leur nouvelle vie et qui ont conscience qu'il y a un moment de solitude chez chacun d'entre eux, ou cette transformation de vie, parce qu'en fait, ils doivent transformer leur vie, ils doivent changer tellement de choses dans leur quotidien quand ils intègrent la société, qu'en fait, ils ont besoin d'un soutien fort. Et donc, le meilleur soutien, c'est ceux qui sont déjà passés par là et qui peuvent leur dire courage les gars, nous on sait que ça a été difficile, mais on est là pour vous montrer qu'en fait, on peut y arriver. Et donc, nous, on a des espaces comme le Wake Up Planet ou le Wake Up Dîner qui sont dédiés du coup à ces moments de rencontre entre les anciens et les nouveaux Wakers. Merci beaucoup. En tout cas, on retiendra vraiment les propos très forts que vous avez eus, je pense, qui sont marquants sur la difficulté, pas seulement de la détention, mais finalement de la gestion de la liberté et aussi du nécessaire parfois arrachement au milieu personnel et parfois familial que tout ça représente pour quand on est en sortie de prison. Merci beaucoup. On va maintenant terminer avec vous, Brice de Nichal. Donc, voilà, vous connaissez bien les publics puisque vous êtes vous-même tous les jours en lien avec des élèves qui sont en détention. Vous êtes enseignant auprès de jeunes qui sont incarcérés. Mais au sein du collectif Walden, donc la différence par rapport aux témoignages d'acteurs de terrain que nous venons d'entendre, c'est que vous êtes plutôt dans une logique de plaidoyer pour que, bien évidemment, mais je fais le parallèle modestement avec la FEV, où nous travaillons vraiment sur la question de la lutte contre les inégalités éducatives et nous avons bon espoir que aussi ces actions puissent permettre de faire évoluer l'école vers un modèle éducatif plus inclusif, etc. Donc, je pense que vous faites un peu pareil, à la fois ancré dans une pratique auprès de ces publics, mais aussi sur une réflexion avec des personnels aussi, des ministères de la Justice, etc. Décrivez-nous ce que fait le collectif Walden et peut-être comment vous avez entendu tout ce qui vous a été présenté là par les intervenantes, comment ça peut nourrir aussi votre réflexion et votre plaidoyer. Alors j'écoute ça avec beaucoup d'intérêt. Je vois qu'autour de la table, il y a quand même un panel d'acteurs qui vont vraiment dans le sens de la démarche de notre association. Donc cette association, je vais utiliser mes deux casquettes. J'ai à la fois la casquette d'enseignant, ce qui me donne un point de vue très concret sur la prise en charge intérieure, à l'intérieur de la détention. Au domicile, elle s'occupe de l'extérieur et de cette transition de l'intérieur vers l'extérieur qui est vraiment essentielle parce que avec ma casquette d'enseignant, moi mes actions, si derrière je n'envisage pas une continuité après, en fait mon enseignement il n'a pas de sens. Donc ce que dit Domiti, ça fait vraiment tilt. Après, tout ce que vous envisagez en termes de prise en charge individuelle, j'ai envie de dire, c'est que du bonus. Il n'y a pas un type de détenu. Il y a autant de types de détenus qu'il y a d'individus. Donc, plus on aura d'activités différentes, plus on aura de chances de toucher un détenu qu'un détenu, que pour un détenu, ça passe sens. C'est vraiment le panel qui fait la force, quoi. Sachant que le point de départ de Domiti, c'est « je ne veux pas retourner en détention ». Ça, c'est son point de départ. Mais ce n'est malheureusement pas forcément le point de départ de tous nos détenus, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire tant qu'il n'y a pas ce point de départ. Prendre en charge ces gens-là, c'est super important parce qu'on peut les récupérer maintenant. Les autres, on les récupérera pas tout de suite, pas forcément, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Ça va faire tilt. Ah ouais, pourquoi pas. Puis ils vont récidiver, ils vont se retrouver en détention, ils vont grandir. Ils vont s'apercevoir que la logique de je fais des conneries, oh c'est pas grave, je me rachète et tout. Au final, on vieillit et puis au final, ça revient et Domiti les retrouve parce que dit oh non maintenant j'en ai marre. Là j'ai vraiment envie parce que là je trouve que j'ai perdu mon temps. Et c'est vrai que dans l'espace interne, on a parfois cette coéducation. On a des petits jeunes qui viennent, oh, moi je m'en fiche, moi je retourne, et puis je me ferai plus gauler. En gros, c'est ça. Et des anciens qui disent, ouais, mais tu dis ça, mais là. Et on a cet aspect coéducation. Bon, là, je m'égare. Je reviens sur Walden. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à Walden? Walden, on a mis plusieurs personnes de secteurs différents. On a, je prends le bouquin. Donc, le bouquin qu'on a. Ah ben, ça c'est pas affiché correctement. C'est #prison. C'est un bouquin qu'on a fait avec. Donc, je vous lis
les participants, on avait le regard de la justice avec une vice-procureure, un directeur des services pénitentiaires, donc un directeur de prison, un entrepreneur, une personne de Pôle emploi, moi-même, donc, qui était responsable local de l'enseignement, une JAP, une juge d'application des peines, un conseiller justice mission locale, un entrepreneur, du personnel pénitentiaire, donc tout le monde. Donc dans cet écosystème, on a essayé d'être représentatif de l'écosystème de la prise en charge des personnes placées sous main de justice. Et avec ça, on a dressé des priorités. Et au final, on a dressé, alors je ne vais pas vous relire le bouquin, parce qu'on a donné 70 propositions. On a aussi décrit ce que c'était que l'écosystème de la prison pour la prison de demain. Donc, j'ai la chance de travailler dans une prison de demain, j'ai la chance de travailler dans le centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, qui est une prison qui est sortie de terre, qui est rentrée en fonctionnement il y a 2 mois. Donc, bon, c'est un chantier. Pour l'instant, on aménage dans une maison, tout n'est pas encore en place. Mais là, j'ai cette chance-là d'avoir pu prendre ce recul-là. Donc, avant de trouver les solutions miracles et de voir la prison de demain, il faut déjà voir quel est l'écosystème actuel. On ne peut pas tout révolutionner. Donc, les solutions qui sont vraiment importantes, c'est les solutions qui vont vers l'individualisation. Donc, quand vous me dites mentorat, moi, je fais tilt parce que c'est effectivement ça qui va permettre de tirer les individus vers le haut. Mais alors, les tirer vers le haut, ça ne veut pas forcément dire une formation, un diplôme ou un logement. Parfois, c'est simplement le développement personnel. Simplement, penser à autre chose, mieux vivre sa détention, voir autre chose, c'est aussi essentiel. C'est pas une sous-tâche, c'est pas parce qu'il y a pas de diplôme au bout, il n'y a pas de formation, il n'y a pas de réinsertion professionnelle. Le simple développement personnel, c'est utile. Et ça, la démarche de Marie-Pierre avec la lecture, moi je suis vachement sensible. Parce qu'en enseignement, on va aborder les livres, on va pas que parler de la formation professionnelle, on va pas que parler des compétences du socle commun de compétences, on va aussi parler de vie au sens large. Et peut-être que ce sont des espaces qui le permettent. Donc, sinon, il fallait quand même que je précise un peu, je vais profiter de ma casquette Oui, je vais vous laisser, Brice, quelques minutes et puis on gardera un tout petit peu de temps pour l'échange. Vous m'entendez? Ok. Je peux vous laisser 2-3 minutes Alors pour moi, par conclure contre, on finira par des questions. Dans ce cas-là, je vous laisse pour l'échange parce que dans 10 minutes, je dois partir. Donc, je dois récupérer mon gamin. Ah. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à dire avant de conclure alors? Une dernière idée. La conclusion, c'est de l'individualisation, mais on ne peut pas individualiser. Il n'y a pas une recette pour individualiser. Il faut un panel complet. On a l'appui des associations, on a l'appui de l'éducation nationale, on a l'appui d'associations qui s'occupent de l'extérieur de cette transition-là. Il faut tout cet écosystème. Et plus cet écosystème sera complet, plus on arrivera à tirer les détenus vers le haut, à avoir un système carcéral qui soit efficace. C'est-à-dire, on est dans la prison et surtout, on en sort. Bien reçu, merci beaucoup. On a bien noté, mais ça revient à nos propos liminaires, de fait, le fort besoin d'individualisation pour ce public en particulier. Et ça, c'est vraiment dans la définition du mentorat, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire en fait de ne pas arriver avec un programme et des recettes, mais bien de partir des besoins en fait de chaque personne. Alors, on arrive bientôt à la fin de cet atelier. Est-ce que Pauline, tu peux nous résumer les questions qui sont apparues au fil de l'eau et peut-être, comme on n'a pas beaucoup de temps, je te laisse les lister. Elles sont parfois adressées en particulier à des personnes, elles sont plus générales. Donc, je te laisse les lister et puis je vous propose qu'on fasse une réaction à ce bloc que Pauline va nous livrer. Très bien. Donc, pour la première question, c'est adressé à Benjamin Guichard. Donc, quel cadre pour le mentorat en MF et MO et quel travail avec les CPIP?
Est-ce que je continue les questions ou je les pose toutes d'un coup comme vous préférez? Oui, tu peux tout poser et je D'accord. laisserai donc Benjamin, vous avez bien noté la question. Est-ce qu'il y avait une question pour Galatée, je crois? Oui, et une question pour Marie-Pierre. Alors, vas-y, tu peux Donc, tout en bloc. pour Marie-Pierre, la question, les bénévoles s'engagent-ils sur une durée déterminée? L'accompagnement est proposé pour les PPMJ pour une durée déterminée. Est-ce que toutes les PPMJ peuvent en bénéficier? Y a-t-il un contrôle effectué par la juge qui valide la participation de la personne au programme? Et pour Galatée, la question est, parfois, la différence d'âge qu'il peut y avoir entre les bénévoles étudiants et les PPMJ pose-t-elle un frein à une création de liens? Et c'est tout pour les questions du chat. Ah. Très bien, merci beaucoup. Je laisse Benjamin répondre. Oui, Alors, alors peut-être expliquer les acronymes, tout le monde n'est pas familier, hein, peut-être. Allez-y. Les CPIP. alors, quel cadre pour le mentorat en milieu ouvert et en milieu fermé, c'est-à-dire en détention et à l'extérieur, dans le cadre de la prise en charge à l'extérieur. Tout est à construire parce qu'aujourd'hui, il peut y exister peut-être parfois des expérimentations sur certains territoires, mais si on veut avoir une vision plus globale et plus nationale, il faut qu'on construise effectivement ce cadre en milieu fermé et en milieu ouvert, au même titre que le cadre d'intervention d'autres associations qui existent déjà dans nos établissements pénitentiaires. Et du coup, ça fait le lien avec la seconde question, c'est quel lien avec les CPIP, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation. Donc c'est eux qui coordonnent en fait les parcours d'exécution de peine des personnes détenues, en lien avec l'établissement pénitentiaire et le juge d'application des peines. Et en l'occurrence, le rôle du CPIP est essentiel en fait dans le cadre qu'on définira pour le mentorat au sein du milieu ouvert et du milieu fermé, parce que c'est lui qui va orienter la personne détenue vers un dispositif de mentorat ou non, qui va avoir ce rôle d'orienteur vers le bon dispositif en fonction de sa connaissance de la personne détenue. Et donc peut-être que effectivement, ça ne sera pas au tout début qu'on lui proposera un dispositif de mentorat, mais peut-être dans une seconde partie de son parcours d'exécution de peine. Quand on parlait en fait de l'individualisation du parcours, ce qu'il faut bien noter, c'est qu'il faut qu'on diversifie le type d'activités qui sont proposées aux personnes détenues pour répondre à la fois à leurs appétences des personnes détenues, c'est un point important parce que si on veut qu'elles adhèrent à un parcours, il faut aussi répondre à leurs appétences, et puis à la réalité de leur vie, de leur histoire et de leur devenir. Donc la diversification des activités, et ben, le mentorat en fait pleinement partie, en tout cas c'est pourquoi on milite nous, et donc il faut qu'on arrive à un peu modéliser la façon dont le mentorat s'intègre dans l'écosystème de l'insertion des personnes placées sous main de justice. Et d'ailleurs, quand on parlait de plateforme, je pense que c'est une idée assez intéressante de pouvoir cartographier en fait l'ensemble des dispositifs d'accompagnement. Alors nous, on s'occupe à l'agence plutôt des dispositifs d'accompagnement vers l'emploi, et on est en train de développer un outil justement pour cartographier l'ensemble de ces dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Et je pense qu'il n'y a pas que la question de l'emploi, c'est l'ensemble des dispositifs d'accompagnement qui existent sur le territoire à destination des personnes sous main de justice, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un point qui est pas facile à traiter, c'est qu'une personne qui effectue une peine courte, généralement, elle va se retrouver incarcérée dans un territoire qui est le sien. Par contre, si elle a une peine un petit peu plus longue, elle est souvent plus éloignée de son territoire initial, et quand elle va sortir en aménagement de peine, elle va se retrouver chez elle, mais dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation qui ne sera pas celui qui l'a suivi lorsqu'elle était incarcérée. Et généralement, ce lien, il se fait difficilement. Et donc, l'idée d'avoir des outils aussi qui permettent aux professionnels de la justice, aux professionnels de l'insertion de façon générale, de suivre la personne et de voir ce qu'elle a pu faire déjà en détention et ce qu'elle pourra faire aussi à l'extérieur lorsqu'elle sera en aménagement de peine, c'est intéressant. Et puis ça rejoint aussi le point que soulevait Domitie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de durée dans l'accompagnement. Nous, le problème, c'est qu'on a une limite de durée. C'est la période de suivi judiciaire. Et une fois que le suivi judiciaire s'éteint, nous, on n'a plus la main pour suivre ces personnes.
Et alors, le pire dans tout ça, c'est la sortie sèche, c'est-à-dire que quand la personne sort de prison, il n'y a plus aucun accompagnement judiciaire. Et donc là, le lien qui se fait à l'intérieur des établissements pénitentiaires avec tout un tas de partenaires associatifs est absolument essentiel pour qu'ils perdurent après dans le temps. Merci beaucoup. Il y avait aussi une question pour Marie-Pierre sur la question de la durée de l'engagement, la durée déterminée. Est-ce que toutes les personnes placées sous main de justice peuvent bénéficier de vos actions? Je vous laisse y répondre. Micro. Il faut que vous activiez votre micro. Sur la durée de l'engagement des bénévoles, c'est vrai qu'on leur demande un engagement moral sur 1 an, à minima. Parce qu'effectivement, ce qui compte pour nous, c'est la continuité de l'accompagnement et l'instauration d'une relation de confiance dans la durée, avec des personnes qui ont souvent des parcours chaotiques et justement des ruptures successives dans les relations. Toutes les personnes sous main de justice en milieu fermé peuvent potentiellement bénéficier de nos actions. On est simplement limité par nos moyens qui effectivement font qu'aujourd'hui on ne peut pas agir pour tous. Par contre, quand les personnes bénéficient des programmes personnalisés de lecture, elles bénéficient de façon inconditionnelle et de façon continue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un accompagnement pour 3 mois, pour 6 mois. On a des personnes qui sont accompagnées, qui bénéficient de ce programme depuis 5-6 ans, c'est-à-dire depuis qu'elles ont rencontré et qu'elles sont rentrées dans le dispositif. Donc il n'y a pas une limite dans la durée de l'accompagnement et il n'y a pas une limite non plus dans le nombre de livres qu'elles vont pouvoir lire. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Je crois que vous avez apporté les réponses attendues. Et puis, il y avait aussi un échange dans le chat. Galatée, vous avez répondu à une personne sur la différence d'âge, mais je trouve intéressant cette question-là parce qu'on nous la pose souvent aussi beaucoup à la FEV. Finalement, c'est une jeunesse au service d'une autre jeunesse. Est-ce que vous avez l'impression que parfois ça fait réfléchir les étudiants sur des gens qui sont pratiquement de leur âge, qui sont dans une situation complètement différente? Est-ce que les étudiants parfois se disent c'est vraiment, ça aurait pu être moi ou ça ne va pas jusque-là? Justement, l'idée, c'est de lutter contre les préjugés et de permettre la compréhension mutuelle de parcours complètement différents et de commencer à découvrir ou à continuer à découvrir les complexités de la vie des deux côtés et les possibilités aussi, puisque ce dont l'étudiant va se rendre compte que en fait la personne qu'il va rencontrer est très peu différente de lui finalement. Elle a un contexte qui est différent, mais elle est très peu différente de lui. La personne détenue va se rendre compte de la même chose. Et c'est là que le lien est très fort, puisqu'il y a des projections, il y a des ponts qui se créent de compréhension et de potentiel et de possibilités futures. Donc on peut se projeter à ce moment-là. On peut se projeter dans des choses positives, dans des choses négatives, mais on peut se projeter. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui marque énormément les étudiants bénévoles dans le passé du Génépi et dans le futur du projet Rebond. Et c'est pour ça que moi, après, ça fait 20 ans que j'ai mené mon action bénévole au Génépi. C'était dans le début des années 2000. Et pourquoi je suis là ce soir à vous appeler d'Australie à 1h du matin, c'est parce que je pense que c'est extrêmement important d'avoir l'opportunité de faire cette découverte à cette phase essentielle du développement d'un jeune adulte pendant ses études ou pendant la détention, de se rendre compte qu'en fait, oui, c'est possible de se rencontrer, c'est possible de mieux se comprendre et c'est possible d'apprendre de ça. Donc après, quel que soit le sujet et où que ça mène, la découverte est très, très importante. Merci beaucoup, merci à tous et à toutes de vraiment ces échanges particulièrement intéressants. Je crois qu'on a là vraiment de la matière. Alors il y a une dimension un peu frustrante, on n'avait pas beaucoup de temps, mais je pense que la dimension exploratoire pour le coup a bien été respectée. On voit bien à la fois les réels besoins pour ces publics, les réelles difficultés que vous avez bien mentionnées, et puis aussi tout simplement, j'aime beaucoup terminer par l'idée que voilà, malgré toutes ces
peurs et beaucoup de préjugés, la rencontre est quand même possible. Vous l'avez démontré par vos propos et surtout par vos actions. Donc, je vous en remercie et remercier derrière vos organisations les hommes et les femmes qui s'engagent, que ce soit professionnellement ou bénévolement. Ça me semble vraiment important. Cette journée du mentorat, elle sert aussi à ça.